durant ces différentes séances et qui est accessible via le cloud de IBM. D'accord. Donc, à propos du plan de cette formation, il est comme suit. En fait, la formation se compose de 7 unités et chaque unité est associée à un exercice. Donc, le premier exercice, c'est un exercice conceptuel, c'est un exercice de réflexion et de conception d'une solution de l'Internet des objets. Les autres exercices vont porter sur l'utilisation de IBM Watson IoT Platform, d'accord, et ses différents services. Au niveau de l'ensemble de ces unités, on va voir la vision d'IBM au début à propos de l'Internet des objets. Et par la suite, nous allons voir les plateformes IBM Watson IoT, Node-RED, IBM Cloud, et aussi des protocoles réseau et les protocoles d'application. Donc aujourd'hui, on va voir la première unité. Donc la première unité, en fait, elle présente la perspective d'IBM pour une solution IoT complète. Et cette unité fournit une vue d'ensemble de la plateforme proposée et explique comment cette plateforme facilite le développement des solutions IoT. Donc, les objectifs de cette unité sont comme suit. Tout d'abord, on va expliquer la vision d'IBM sur les solutions IoT. Après, on va décrire l'architecture de référence de l'Internet des objets. Puis décrire les caractéristiques de la plateforme Watson IoT et ses 4 piliers de base ou ses 4 quadrants. On va expliquer la connectivité des équipements à la plateforme. Et finalement, nous allons lister l'ensemble des protocoles de communication qui sont supportés par cette plateforme-là. Notez que cette unité donnera un aperçu général de ces éléments et dans les autres unités qui vont suivre, il y aura plus de détails sur chacun des concepts qui seront présentés. Donc, commençons par le point de vue d'IBM. En fait, l'Internet des objets peut être vu comme le résultat de la convergence de plusieurs technologies, donc, notamment tout ce qui est communication sans fil, plus tout ce qui est système embarqué, en plus de l'Internet. Donc, généralement, c'est l'union de ces 3 éléments-là, c'est ce qui a donné lieu à l'Internet des objets. Donc, il peut être vu comme le résultat de la convergence de ces 3 technologies-là. Et donc, on a un certain nombre d'objets communicants qui interagissent entre eux via des technologies de communication sans fil. Et dans certaines situations, cette communication se passe via le réseau Internet. C'est quoi un objet? Un objet est tout équipement avec des composantes électroniques intégrées et qui peut transférer des données sur un réseau sans aucune interaction humaine. Donc, un exemple de ces objets-là, ça peut être des smartphones dont on dispose, les capteurs d'environnement, les machines, les appareils au niveau de nos maisons, ou parfois même des composants des véhicules. Donc, tous ces éléments-là peuvent être vus comme des objets et qui peuvent être dotés de capacités de communication. Et à ce niveau-là, on parle d'objets connectés ou objets communicants. C'est quoi le rôle de cet Internet des objets? C'est de plus ou moins faciliter la vie des gens. Donc, par exemple, si on prend par exemple les maisons intelligentes, donc on peut à un certain moment arriver à éteindre les lumières, verrouiller les portes, allumer, éteindre les chauffages ou la clim.
sans, sans intervention humaine, et ceci via des commandes vocales ou via des applications mobiles. Donc, à ce niveau-là, on peut voir l'utilité de l'Internet des objets dans le cas d'une maison intelligente. À cette ère-là, avec les développements de tout ce qui est intelligence artificielle aussi, euh, si on l'associe conjointement à l'Internet des objets, ça va permettre de profiter des vastes quantités d'informations et de données. Donc, ces données IoT, avec le traitement intelligent de ces données, va permettre de comprendre ces données-là pour prendre de meilleures décisions. Donc, l'infusion de l'intelligence dans les systèmes et les processus peut aider à accroître l'efficacité des processus, à améliorer la satisfaction des clients, à découvrir de nouvelles opportunités commerciales et plein d'autres choses, à atténuer des risques et des menaces de manière proactive. Donc ça, à propos de l'Internet des objets en général, et c'est quoi la notion d'objet, c'est quoi le besoin de cet Internet des objets, ou c'est quoi le gain après ce type de technologie. Pour IBM, une solution IoT est plus qu'un système embarqué ayant une connectivité, mais c'est toute la solution qui englobe aussi l'aspect analyse de données. Donc, on parle d'une solution d'Internet des objets lorsqu'on a et l'aspect système embarqué avec connectivité, plus l'analyse des données collectées par ces différents objets ou différents capteurs. Donc, mais pour IBM, donc, une solution IoT, c'est toute la solution qui englobe l'analyse des données collectées qui peut être réalisée via un environnement cloud. Donc, pour cette analyse, donc, on peut faire appel à un environnement cloud qui va s'occuper de l'aspect analyse de données. Donc, ce cloud est fournit l'infrastructure nécessaire pour la gestion, pour le stockage, la sécurisation et l'analyse de cet énorme volume de données. Donc, on a à ce niveau-là tout ce qui est gestion, stockage et aussi analyse. Donc, ça, à propos de une solution de l'Internet des objets. Pour l'instant, c'est ce qu'on a vu. On a vu c'est quoi un objet connecté, c'est quoi une solution IoT. Et lorsqu'on parle d'une plateforme, c'est quoi une plateforme d'Internet des objets? En fait, une plateforme d'Internet des objets, c'est l'intergiciel ou le middleware qui fonctionne comme médiateur entre la couche matérielle et la couche applicative. Donc, on a un certain niveau des équipements et des infrastructures matérielles. Donc, de physique, et on a de l'autre côté tout ce qui est applicatif ou application. C'est à ce niveau-là qu'on a un middleware qui représente ou qui joue le rôle de médiateur entre ces deux couches-là. Donc, ce sont des plateformes qui aident à accélérer le développement des applications pour les objets connectés selon les fonctionnalités offertes par la plateforme en question. Donc, ils permettent de collecter les données à partir des périphériques. Donc là, on a par exemple un ensemble d'équipements. Donc, ça peut être des capteurs ou des actionneurs ou des passerelles. Donc, la connexion peut se faire à travers différents types de protocoles et différents réseaux. Donc, le rôle de ce middleware, c'est de collecter les données à partir de ces périphériques à travers différents protocoles et différents réseaux et les rend disponibles aux différentes applications. Donc, il permet aussi la configuration et la gestion de ces périphériques à distance. Donc, il existe plusieurs plateformes IoT. Donc, on peut parler de différents types de classification.
au niveau de ce slide, on a trois types de plateformes. Donc, il y a le Consumer IoT Platform, ce sont les plateformes qui sont dédiées à l'utilisation par le grand public. Un exemple de ces plateformes, il y a IBM Watson IoT, AWS, Microsoft Azure IoT Platform, mais aussi Google Cloud Platform. Donc, ce sont des plateformes qui fournissent les fonctionnalités de base. Lorsque je parle de fonctionnalités de base, c'est tout ce qui est lié à la gestion des équipements, visualisation, connexion des appareils au cloud, etc. Donc, cette connexion déjà de ces appareils au cloud elle peut être réalisée soit directement, soit en utilisant des passerelles. Donc, parfois, on fait appel à des passerelles pour faire un pré-traitement des données avant de les communiquer au cloud. D'autres fonctionnalités sont offertes sur le cloud, incluant tout ce qui est lié au stockage et analyse de données. Donc, comme j'avais dit, au niveau de ce slide, on a quatre types ou quatre exemples de ce type de plateforme. Il y a les plateformes open source. Donc, les plateformes open source, en plus des fonctionnalités de base, ils permettent aussi tout ce qui est lié à la mise à jour du code source. Ceci est pour pouvoir assurer une certaine... en fait, elle donne la possibilité d'une certaine personnalisation de la plateforme, selon les besoins de l'utilisateur. D'accord. Parfois, il supporte aussi la possibilité de tester la plateforme sur une machine locale. Donc, je parlais des plateformes open source. Donc, comme j'avais dit que c'est en plus des fonctions de base qui sont offertes par les plateformes dédiées au grand public, ils permettent aussi vu qu'ils sont ouvertes, on peut modifier le code source comme on veut, on peut l'adapter à notre ou le personnaliser selon les besoins des utilisateurs. D'accord. Dans cette catégorie, il y a les plateformes suivantes, par exemple My Devices, il y a Blink, et Thingsboard, donc ce sont des plateformes open source. Donc ça, la troisième catégorie, ce sont des plateformes industrielles qui sont conçues pour les industries spécifiques. Donc à ce niveau-là, donc il y a dans certaines situations des entreprises industrielles qui développent leurs propres plateformes qui généralement ne sont pas disponibles en ligne pour des industries bien précises telles que l'industrie automobile ou agriculture. Pourquoi on déploie ces plateformes IoT? Donc, en général, l'objectif de ces plateformes est de découvrir ou de prendre de nouvelles décisions qui vont améliorer le style de vie, le niveau de vie, qui vont faciliter des opérations, qui vont permettre de découvrir de nouvelles opportunités commerciales. Ces décisions sont généralement dérivées à partir des données qui sont analysées. Donc, on aura besoin à ce niveau d'une plateforme qui va permettre de collecter les données à partir des différents équipements et qui va permettre de faciliter la gestion et la mise en place de l'infrastructure et qui va permettre par la suite de faciliter tout ce qui est lié à l'analyse de ces données, parfois même en temps réel. Donc, c'est dans cette perspective que la plateforme, par exemple, le Watson d'IBM, aide à développer rapidement des prototypes de solutions IoT. Il facilite les opérations de connexion des appareils, permet la gestion sécurisée des données ainsi que l'extraction des informations significatives. Donc, les outils de cette plateforme ils permettent surtout la création, la modification, la connexion, la gestion et l'analyse des équipements IoT et des données.
Pourquoi on aura besoin de tout cela? C'est pour résoudre un problème applicatif. Donc, c'est pour concevoir des applications afin d'améliorer un métier donné. Donc, c'est la transformation. Et notez que la plateforme fournit aussi des solutions qui sont prêtes sous forme de package pour certaines industries. Donc, je vais partager avec vous une vidéo qui montre un exemple de comment la plateforme a été utilisée pour euh, convertir rapidement un bâtiment non connecté en un bâtiment intelligent suite au déploiement de certains capteurs. Est-ce que... Okay. Today, we're planning to install around about 1,000 IPv6 sensors in this 11-storey building. Now, typically, just the planning would take 2 or 3 weeks, but have literally got to get this finished this afternoon. Once the planning's completed, we've got to start installing these sensors. We're going to attempt to install 1,000 sensors in this building in 4 hours. We hope we're going to get it done in time. We're here today to install 1,000 sensors. All are automatically discovered, automatically configured, and automatically set up with a security key. There's nothing. You guys did it! Yeah. I think it's a very exciting project. We expect to learn a lot about ourselves in the building and about the building itself. Buildings and assets have become more instrumented than ever before, and this is generating a vast amount of data. We at IBM are uniquely positioned to transform this raw data into business insights, allowing you to make better, smarter, and faster decisions. All the rooms are coloring by different temperature, and I can see how many of my colleagues are inside that particular room, but also if the temperature is affected by the temperature outside. We use this motion sensor. If we have a conference room with 12 seats, then we'll put 12 sensors in this conference room. And in this way, we can see how many people actually use this room. Predictive analytics is a game changer, where businesses can in real time optimize their resources, their workforce, to make their entire operation more cost effective, more efficient. An automated work order can be raised to take action before a light bulb fails, before the air conditioning runs out of gas. The workplace of the future is driven by an enterprise asset, facility management, and workforce optimization solution. We're done. You know what? We did it. From now on, we know everything we need to know about this building. This is exciting. Donc là, dans cette vidéo, on a vu comment la plateforme a pu participer à la mise en place rapide d'une millier de capteurs dans moins de 4 heures. Ça montre aussi également, d'un point de vue publicitaire, comment IBM est positionné pour transformer les données de ce bâtiment en informations commerciales. Donc maintenant qu'on a vu le point de vue général d'IBM, on va passer à l'architecture de référence considérée. Donc, il s'agit d'une architecture de référence de base qui montre le flux de données de l'appareil IoT. Donc là, on a l'équipement. Soit l'équipement ou la passerelle. Dans cette architecture, un équipement ou une passerelle est connecté à la plateforme IBM Watson. Et cette connexion ou cette communication, elle se fait via le protocole MQTT. MQTT, en fait, c'est un protocole de messagerie nommé Message
et une télémétrie et transport. D'accord. Et par la suite, la plateforme de Watson IoT, elle communique avec des applications et d'autres services. Donc là, on a des applications et des services, ça peut être du stockage, de l'analyse ou de visualisation. Donc, ces services externes, donc, ils peuvent permettre la gestion des appareils, la visualisation des données, le stockage, l'analyse, ainsi que d'autres services qui sont fournis par la plateforme cloud. Et la communication entre IBM Watson IoT et l'ensemble des autres services, elle se fait via des API REST, généralement. Donc, au niveau de cette figure, on voit un exemple d'une architecture qui lie le cloud de IBM avec un cas d'utilisation de IoT. Donc, à ce niveau-là, on voit le fournisseur du cloud. Donc, ça, c'est le cloud provider. Donc, on peut avoir donc, un utilisateur qui accède ou qui interagissent avec le cloud via une application qui peut être une application mobile ou application web. Et du côté réseau de proximité, en fait, c'est le réseau qui est lié directement à l'utilisateur final à ce niveau-là. Donc, on peut avoir un smartphone, par exemple. Bon, généralement, on a des capteurs et des actionneurs. La différence entre un capteur et un actionneur, en fait, un capteur, c'est un équipement qui récupère une information, que ce soit analogique ou numérique. Il la transforme une information numérique qui sera envoyée au système et ne fait aucune action. Donc, on ne va pas attendre d'un capteur de fermer, par exemple, une porte ou de l'ouvrir. Mais un actionneur, c'est un capteur ou ça peut être juste un équipement qui reçoit un ordre à partir de l'application pour faire une action donnée. Par exemple, fermer une porte, lever une vitre, par exemple. Donc, ce sont des actions qui se fassent via des équipements au niveau du système physique qui est à proximité de l'utilisateur final. Donc, on peut imaginer un exemple de maison intelligente avec des appareils connectés et des capteurs. Et l'utilité de cette maison intelligente dans laquelle on a ces différents types d'appareils, en fait. Donc là, à un certain niveau, on a l'utilisateur final. On peut imaginer qu'on a une entreprise d'assurance. Donc là, on a un certain niveau de capteurs qui sont déployés au niveau de cette maison-là. Donc, on peut imaginer un scénario dont l'objectif est d'améliorer le service pour les assurés, tout en offrant un aperçu sur les risques à la maison. Donc, en connectant les partenaires, donc c'est l'infrastructure domestique, les assureurs, et on peut imaginer aussi d'autres services de météo, par exemple. Donc, on peut imaginer un scénario dans lequel on peut déployer une solution dont fait partie les composantes clés de cette architecture de référence. Donc, avec cette solution, le propriétaire, il va recevoir une notification de danger potentiel pour la maison et s'engage en même temps avec l'assureur de manière plus proactive. Donc, par exemple, donc on peut avoir des capteurs et des vannes de détection de fuite qui peuvent surveiller les fuites d'eau et protéger la maison des dommages qui en résultent. Le fabricant de l'appareil peut aussi être un acteur dans ce cas-là. Il peut être responsable du cycle de vie de ces appareils. Et la compagnie d'assurance peut bénéficier d'un accès aux données qui seront collectées via l'ensemble des capteurs qui sont mis en place au niveau de cet établissement-là. Et dans le cas où il y a des problèmes, donc des notifications, ils peuvent être transmis à l'utilisateur pour éviter tout problème.
Donc, la configuration de cette solution, elle peut être comme suit. Donc, on aura des acteurs et des actionneurs qui sont déployés dans la maison et connectés au service cloud du fabricant de l'appareil, peut-être. Les capteurs peuvent inclure détecter ou inclure des détecteurs de fuite d'eau, de capteurs de gaz et de température. Et les actionneurs peuvent inclure des vannes d'arrêt d'eau automatique, par exemple. Donc, le propriétaire, il se connecte à l'application mobile d'assurance et autorise le service d'assurance à accéder au cloud. Donc, à ce niveau-là, c'est là où on a le réseau de l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle a sa propre application qui est connectée à l'ensemble des données qui sont collectées via une interaction avec les différents capteurs de ces utilisateurs. Donc, à un certain niveau, il faut gérer tout ce qui est lié à la connectivité, que ce soit au niveau entre le cloud et l'utilisateur final et entre le cloud et l'entreprise en question. Et en plus de ça, donc on peut avoir au niveau de device management tout ce qui est lié à la gestion des identités des équipements, l'identité des utilisateurs, l'identité de l'entreprise. Donc, toutes ces informations pour mettre en place une solution qui va permettre de gérer et les utilisateurs et les équipements et la connectivité. Donc, c'est un travail colossal. Donc, ça demande beaucoup d'expertise. Donc, pour cela, on peut mettre en place ou utiliser la solution d'IBM, IBM Watson IoT, qui va permettre à l'utilisateur de se focaliser juste sur le cas d'utilisation plus que sur les problèmes techniques. Et en plus de ça, donc l'architecture, comme on le voit ici, donc elle offre pas mal d'applications qui peuvent être utilisées en même temps parce qu'au niveau de IBM Watson, donc il y a beaucoup d'applications qui facilitent tout ce qui est analytics et tout ce qui est visualisation et dont on peut faire appel sous forme de service cloud. Donc, maintenant, concernant la plateforme Watson IoT, elle se compose de 4 quadrants logiques ou 4 volets principaux. Donc, il y a l'aspect analytics, l'aspect connectivité, la gestion d'informations et la gestion des risques. Dans les diapositives qui suivent, nous allons explorer le rôle de chaque volet ou chaque quadrant et comment il facilite le développement des solutions IoT. Donc, voici la description de ces 4 quadrants. Il y a le premier volet, comme je disais, c'est l'aspect Connect. Donc, la principale préoccupation de ce quadrant est de gérer la connexion des appareils, des réseaux et des passerelles. Il existe de nombreux paramètres de connexion à configurer pour obtenir une connexion robuste et efficace. Il est possible de connecter les appareils, comme je disais tout à l'heure, soit directement à la plateforme, soit via des passerelles. Dans certains cas où le réseau est très large et si vous avez besoin de faire des traitements à l'extrémité, donc là, c'est là où on parle généralement du edge computing. Les connexions via des passerelles sont privilégiées. Et dans d'autres scénarios, la connexion directe des périphériques peut être un choix efficace. À propos du deuxième volet, qui est la gestion des informations, donc ce quadrant-là, il est responsable de l'intégration des données structurées avec les données non structurées des différents appareils. Donc, à ce niveau-là, on spécifie la manière dont les informations extraites sont gérées. Donc, parce que après l'extraction ou après la collecte de ces données-là, donc on aura besoin, dans certains cas d'utilisation, de spécifier est-ce qu'on veut rendre ces informations persistantes dans une base de données. Et cette base de données, donc, elle peut être une base de données non structurée, comme elle peut être une base de données structurée, une base de données relationnelle. Non structurée, par exemple, ça peut être du MongoDB.
ou des bases de données SQL telles que IBM DB2 ou une base de données Oracle. Donc, ces décisions sont régies par le traitement ou l'analyse que vous allez effectuer ultérieurement. Donc, selon le type de données que vous allez collecter, selon le type d'analyse que vous allez faire, c'est là où il faut penser à la décision. Est-ce qu'il faut stocker localement la base de données? Est-ce qu'il faut stocker ces données ou stocker juste le résultat d'une certaine de l'application de certaines opérations sur ces données? Donc, le troisième quadrant, c'est le quadrant Analytics. Donc, ce quadrant est l'endroit où la valeur du déploiement d'une solution IoT est acquise. Car il permet d'analyser, de visualiser les données des appareils en temps réel à l'aide des tableaux de bord de Watson IoT Platform. Donc, ceci permet d'obtenir les informations à partir des données analysées en temps réel. Donc, ce volet-là, il peut profiter de tout ce qui est lié à l'analyse prédictive, à l'intelligence artificielle, qui est disponible sous forme de services au niveau de Watson IoT Platform. Dans le quatrième volet, c'est le risk management. L'objectif ici, c'est de s'assurer de la fiabilité des sources d'informations. Donc, il faut s'assurer que les sources d'informations sont fiables. Et s'assurer que le logiciel approprié s'exécute où vous en avez besoin. Donc, vous avez un certain nombre de services qui sont disponibles pour l'analytics, par exemple. Donc, mais il faut s'assurer que juste les services dont on a besoin, ce sont juste ceux qui sont exécutés et que votre solution est visible de bout en bout disponible pour l'utilisateur final. Sinon, votre cloud pourrait recevoir des informations erronées et fournir des informations trompeuses. Et vous pouvez imaginer dans le cas où on a des actionneurs, donc des équipements qui font des actions, il peut être très dangereux que ces appareils commencent à s'activer alors qu'ils fonctionnent mal. Donc, d'où l'intérêt et la nécessité du volet risk management. Donc, maintenant, on va voir le premier volet de la plateforme qui est le quadrant Connect. Donc, comme ça a été mentionné auparavant, IBM Watson IoT Platform est un hub pour les équipements IoT. La première fonctionnalité de cette plateforme est la connexion et la gestion des équipements. Donc, les équipements, ils peuvent être les équipements sous forme des capteurs et les actionneurs, ils peuvent être des passerelles, le réseau, etc. Donc, la première fonctionnalité de cette plateforme, c'est la connexion et la gestion des équipements. Et la plateforme, elle facilite l'ingestion des données IoT à partir de différentes sources pour enregistrer, connecter, contrôler les appareils. Il permet d'assurer la consommation sécurisée des données connectées, des données collectées. Et il se base sur les deux protocoles de communication de base qui sont le MQTT et le HTTPS. Donc, le MQTT, lorsqu'il s'agit d'une connexion entre le gateway et la plateforme. Donc, ça, ce sont des échanges au niveau des événements et des commandes qu'on va voir dans les prochains slides. Oui. Donc, au niveau de cette figure, nous disposons de 3 équipements. Donc, on a 3 devices qui sont connectés à la plateforme. Donc, là, on a la plateforme et cette connexion, elle est soit via une passerelle, soit une connexion directe à la plateforme. D'accord. Et de l'autre côté de la plateforme, qu'est-ce qu'on a? On dispose d'une application qui utilise les services qui sont offerts par IBM Watson IoT. En termes de connectivité, on peut distinguer entre le réseau qui lie les capteurs à la passerelle. Donc, c'est cette partie-là.
et le réseau qui lie la passerelle à la plateforme. Donc, le premier, il s'agit du Sensor Area Network, c'est le réseau des capteurs. Il englobe l'ensemble des protocoles réseau utilisés pour communiquer les capteurs à la passerelle. Donc, des exemples de ce type de protocole, donc, il y a le fameux Bluetooth que vous connaissez tous, il y a Zigbee, on peut considérer aussi le Wi-Fi, etc. Et la communication au niveau du deuxième réseau, et se fait en fait via des événements et des commandes qui sont échangées entre la passerelle et la plateforme. Donc, les événements, qu'est-ce que ça représente? Ils représentent en fait une certaine plage de valeur de données mesurée par les capteurs. Donc, par exemple, supposons qu'on s'intéresse à la température dans une salle. Donc, lorsque la température, par exemple, dépasse, je vais dire, par exemple, 40 degrés, il y a un événement qui sera transmis à la plateforme. Parce qu'en fait, dans de nombreuses situations, les appareils n'ont pas à envoyer les données du capteur vers le cloud en temps réel ou en continu. Donc, mais parfois, c'est uniquement lorsque l'envoi du message compte. Donc, lorsqu'un événement vraiment se produit, les événements sont envoyés à ce moment-là au cloud. Et en réponse à certains traitements ou en prenant des décisions en se basant sur ces événements-là, que des commandes sont transmises depuis la plateforme aux appareils. Donc, les commandes peuvent être des commandes d'actionnement, telles que, par exemple, mise hors tension de certains appareils, ou des commandes de diagnostic permettant aux périphériques de signaler des dysfonctionnements ou de lancer une alarme ou autre chose. Donc, ces échanges des événements et des commandes, ce sont des échanges qui se font via soit MQTT ou le protocole HTTP. Ça, au niveau de la plateforme de Watson de IBM. Sinon, il existe d'autres plateformes qui peuvent être utilisées dans ce sens-là et qui sont utilisées dans d'autres protocoles qui sont utilisés dans d'autres types de plateformes. Donc, à propos des protocoles de communication, donc on a vu le MQTT et le HTTP. Le MQTT est le protocole principal qui est utilisé par les appareils et les applications pour communiquer à Watson IoT Platform. C'est un protocole de transport de messages et qui fonctionne en mode publish-subscribe. Donc, en fait, on s'inscrit à un type d'événement et on reçoit des messages lorsqu'on est inscrit à ce type d'événement. Donc, l'envoi de messages ne se fait pas, par exemple, via l'envoi d'un message à une destination bien précise avec un identifiant. Ça peut être une adresse IP ou autre, mais on parle de plus quels sont les gens qui sont inscrits à ce type d'événement et on voit le message à ce type de personnes. Donc, ce protocole il permet l'échange de données en temps réel entre le capteur et les appareils mobiles. Il fonctionne sous forme sur TCP, IP. Donc, on peut bien sûr le coder directement sur TCP, IP, mais il existe pas mal de bibliothèques qui sont disponibles en ligne qui implémentent ce protocole. Donc, il y a une large gamme de bibliothèques clientes MQTT qui peut être utilisée. Le HTTP également, il est disponible pour connecter les appareils à Watson IoT Platform à l'aide de l'API REST. Et il offre différentes fonctionnalités permettant la gestion des appareils, d'applications, des utilisateurs et la gestion des accès aussi. Donc, on va voir en fait l'ensemble, les détails dans des prochaines séances à propos des différentes caractéristiques de ces protocoles. Il y a aussi le AMQP et le COAP. Ce sont aussi deux protocoles applicatifs. Donc, le AMQP il permet en fait une messagerie cryptée et interopérable entre les organisations et les applications.
Le protocole est utilisé dans la messagerie en mode client-serveur, donc contrairement à MQTT qui se base sur le mode publish-subscribe. Et il est utilisé sur certaines plateformes telles que il est utilisé aussi en fait au niveau de Microsoft Azure. IoT platform. Et il y a aussi le COAP, c'est Constraint Application Protocol. Donc, comme son nom indique, c'est un protocole qui est dédié aux applications ayant certaines contraintes, qui est utilisé sur différentes plateformes IoT pour le transfert de données, bien sûr. Et surtout, il est utilisé dans surtout les applications de type M2M, machine to machine, et tout ce qui est lié au smart energy, smart metering, building automation. Donc, c'est dans ce type d'application où on trouve le COAP est plus utilisé par rapport aux autres protocoles. Donc, pour résumer cette unité, donc au niveau de cette unité, nous avons découvert la vision de l'Internet des objets pour IBM. Nous avons vu l'architecture de base de l'Internet des objets ainsi que les 4 piliers de la plateforme. La plateforme en question, c'est la plateforme IBM Watson IoT. Et finalement, nous avons vu une vision générale du volet connectivité de cette plateforme-là. Donc, il y a en fait, comme je l'avais mentionné, à la fin de chaque unité, il y a un exercice. Donc, le premier exercice, il s'agit d'un exercice conceptuel dont le but est de concevoir une solution Internet des objets en se basant sur la plateforme, mais à ce niveau-là, il y a juste l'aspect conceptuel, quels sont les capteurs qui sont utilisés, quel est le cas d'utilisation, pour quel scénario, c'est quoi le but, etc. Donc, je vais partager avec vous au niveau du Google Classroom le document qui décrit l'ensemble des questions auxquelles il faut répondre pour donner le maximum de détails possible à propos de la solution souhaitée. Donc, je vais partager avec vous le document maintenant. Donc, merci de me confirmer si vous avez reçu ou si vous avez accès à ce document. C'est bon, monsieur, il est disponible. Merci. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce document, donc l'exercice est plus conceptuel. Donc, l'idée, c'est que les étudiants vont concevoir une solution complète. Donc, pour arriver à cela, donc, il y a pas mal de questions auxquelles il faut répondre. Donc, ceci à propos du choix des équipements IoT à utiliser, du choix de la topologie réseau, comment redécrire comment les données seront gérées et utilisées selon le cas d'utilisation que vous allez considérer. Et finalement, il y a un certain nombre d'API qui peuvent être considérés. Ceci est lié à tout ce qui peut être utile pour les commandes vocales, tout ce qui est traduction, reconnaissance de la voix, reconnaissance d'image.
Donc, vous pouvez imaginer n'importe quelle application d'intelligence artificielle qui peut être associée à votre cas d'utilisation. Donc, pour notre cours, généralement, dans chaque séance, on va s'arrêter à une seule unité. Et pour chaque unité, il y aura un exercice et il y aura aussi un quiz. Donc, les exercices seront considérés comme des devoirs et qui vont faire partie de la note générale du module. D'accord? Donc, pour chaque exercice, il faut que chacun envoie un compte rendu qui présente le travail qui a été réalisé. Donc, je partagerai avec vous aussi un quiz. Donc, le quiz, il va porter, c'est juste, le quiz, il ne sera pas noté, mais c'est juste pour moi pour avoir une idée sur ce qui a été compris. Donc, maintenant, est-ce que vous avez accès au quiz que je viens d'envoyer? Oui, monsieur, c'est bon. Donc, au niveau de ce quiz, il y a presque 5 ou 6 questions à choix multiples. Donc, bien sûr que pour l'instant, on n'a pas vu des détails à propos des protocoles ou à propos de l'architecture, mais le quiz parle juste des notions générales. Donc, essayez de répondre à ce quiz dans quelques minutes et me l'envoyer. Sinon, est-ce que vous avez des questions à propos de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant? Ou à propos du déroulement du cours? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire par email. D'accord, monsieur. Monsieur, j'ai pas reçu le quiz. Qui est en train de parler déjà. Donc, c'est quoi le nom? Comme ça, pour vérifier est-ce que vous faites partie du groupe au niveau du classroom. Iman Shraqi. Donc, je vais vérifier au niveau du classroom. Monsieur, il faut qu'on réponde maintenant au quiz. Oui, oui. Donc, Iman Shraqi. Donc, j'ai un email dans lequel il y a iman.97.shvk. Est-ce que c'est ça votre email? Oui, monsieur, c'est ça. Donc, normalement, une invitation a été envoyée déjà pour plateforme. Il faut vérifier au niveau de la boîte mail et accepter l'invitation. Monsieur, dernier délai pour répondre au quiz, c'est quand? Et vous pouvez prendre 10 minutes pour y répondre. D'accord.